Et il a dit dans le Web3 où on a ce contact direct avec la communauté, les gens ils nous donnent nos retours et tout, je vois une opportunité de dingue de créer une nouvelle boîte avec les pet owners et les pet lovers du monde. Et je pense que je me suis enfermé à ce moment-là une semaine, tous les soirs, de 7h du soir à 6h du matin, à regarder toutes les vidéos YouTube de yeah, so blockchain is on. Dans cet épisode de La Savane, on reçoit Chris Dane, le fondateur et CEO de Dogami. Alors Dogami, qu'est-ce que c'est? C'est un peu le Pokémon Go, mais en Web3 avec des chiens. Ça vous permet d'acheter, d'entraîner votre chien et de gagner des tokens. Vous allez découvrir tout ça dans le podcast. Avec Chris, on va aussi parler de son passé d'acteur et comment il est passé de acteur à entrepreneur dans le Web3. Donc ne manquez pas cet épisode. Chris, bienvenue. Merci. Ça va? Ça va très bien, C'est merci. très sympa de t'avoir. Écoute, on va commencer d'une manière un peu différente. Généralement, on commence pas comme ça, mais là, pour toi, je pense que ça a vraiment un intérêt. Je pense que tout le monde connaît Pokémon Go, Tamagotchi, etc. Vous êtes un peu dans le même univers avec Dogami. Donc peut-être avant qu'on se lance dans l'histoire et on parle de la boîte, est-ce que tu peux présenter rapidement qu'est-ce que c'est Dogami et qu'est-ce que vous faites avec Dogami? Et puis ensuite, on se lancera dans l'aventure et dans la discussion. Tout à fait. Alors, Dogami, c'est une nouvelle franchise de divertissement dans laquelle les stars de cette franchise, ce sont ces chiens mystiques qu'on appelle les Dogami. Dans nos premières expériences, ils sont catégorisés comme des NFT, donc c'est des assets digitaux dont on est propriétaire et qu'on peut échanger. Et dans ce monde de Dogami, en fait, nous, on est l'entraîneur de ces Dogami. Et puis, toute la première expérience, c'est pour que nous, on se retrouve dans ces académies pour dresser nos Dogami et puis rentrer dans un espace de compétition contre d'autres entraîneurs. Ok, très clair. C'est tout un monde. Comment tu utiliserais la notion... Alors, parce que pour nous, je pense que c'est intéressant d'avoir il y a cette notion de Web3. Donc Ouais. tout le monde on entend tous parler de Web3, etc. Il y a des gens qui sont experts là-dedans, d'autres un peu moins. On a tous une petite idée de ce que c'est. Comment est-ce que cette notion de Web3, elle rentre en jeu pour vous? Et comment t'expliquerais la différence de manière très simple, hein, sans rentrer dans la tech, on va dire, parce que c'est pas ça qui est intéressant, mais c'est la différence entre du Web 2 et du Web 3 dans votre domaine, en fait. Ce que tu apportes en plus et pourquoi c'est important pour les gens, en fait. Qu'est-ce que les gens ont à gagner à interagir, on va dire, avec un univers Web 3 plutôt qu'un univers Web 2? Je pense que le parallèle le plus simple, il est peut-être lié à la musique. Par exemple, quand on achète de la musique sur iTunes, on est locataire de cette musique. Donc, elle nous appartient pendant une temps de durée. Je ne peux pas redonner après cette musique à mon enfant, par exemple, ou à mon épouse le jour de mon décès. Dans le Web3, on est propriétaire je dis toujours digital assets, mais je ne sais pas la définition en français. L'asset digitaux. Ouais. Ouais, et donc, du coup, je peux à tout moment, si je le décide, transférer cet asset à quelqu'un d'autre. Donc, je pourrais le transférer à Max, par exemple, ou à toi, à n'importe quel moment, mais je peux aussi le revendre. Donc, je suis plein possesseur de ces assets. Et dans l'expérience de Dogami, la différence avec un autre jeu, on va dire, casu mobile, c'est que tout ce que pas tout, mais une grande partie des choses qui ont une valeur, en tout cas sur le marché, que je vais acheter dans l'expérience de jeu, elle est transférable, elle est revendable. Mais en plus de ça, si on est très bon et si on est compétitif, on peut gagner aussi un token, qui est le token de notre écosystème, qui permet de soit racheter d'autres choses ou d'être vendu contre des stablecoins, donc de l'USDT ou quoi que ce soit, pour avoir un gain sur le temps passé dans l'expérience. Donc, tout simplement, Web 2, je suis locataire, Web 3, je suis propriétaire, et je peux transférer, revendre, ou gagner potentiellement de l'argent pour le temps passé dans l'expérience. Et je trouve qu'il y a une dimension qui est vachement intéressante avec ça aussi. Moi, je suis gamer, Alex pas trop. J'étais, dis pas ça. Et je trouve que pour avoir jamais fait d'expérience de gaming encore dans le Web 3, mais en avoir fait beaucoup dans le Web 2, je trouve qu'il y a une frustration un peu quand tu développes. Je sais pas si on parle d'un jeu que tout le monde connaît de l'époque, qui est World of Warcraft par exemple. Tu développes ton personnage, tu fais des compétitions, tu fais plein de trucs dans le jeu, tu gagnes de la monnaie dans le jeu, tu achètes plein de trucs cosmétiques, mais qui au final n'ont aucune valeur dans la vie réelle, pardon. Là, avec Dogami, tu as une vraie influence aussi monétaire sur la vraie vie. Naissance, en fait, à justement un marché gris.
dans Ouais, World of exact. Warcraft, par exemple. Donc les gens créent des comptes, il y a la même chose avec Pokémon Go, donc ça montre qu'il y a une frustration de l'utilisateur qui a envie de progresser plus rapidement ou des choses dans le genre. Et donc du coup, et dans World of Warcraft et dans Pokémon Go, les gens créaient des comptes, faisaient gonfler en fait le compte en augmentant les niveaux de leurs personnages ou des choses dans le genre, et revendaient le compte Mhm. à un autre utilisateur. Donc la raison et le use case du Web3 dans le gaming, euh, elle a une raison d'être, parce que ça fait maintenant plusieurs années que les gens en fait le font sur le marché gris. Ouais. Et c'est ce côté où là, tu peux développer ton chien. Enfin, tu travailles sur l'entraînement de ton chien, etc. Donc, il y a un côté un peu affectif en même temps. Mais ce chien-là, il devient meilleur, il se développe et il prend une vraie valeur dans le monde, quoi. Ce qui est assez dingue. Ça, pour moi, c'est vraiment une évolution hyper importante du Web3. Ouais. Non, non, c'est clair. Et puis, en plus, le truc qui est bien avec le Web3, c'est qu'on appartient à de plus gros écosystèmes aussi. Donc, pour pas rentrer trop dans le côté technique, nous, on est sur deux blockchains, on est sur Tezos et sur Polygon. Mm. Et donc, du coup, on travaille avec des third-party marketplaces comme OpenSea, Object et tout ça, où les gens peuvent aller lister leur Dogami pour qu'ils puissent être achetés par une audience. Et donc, à ce moment-là, la visibilité de cet asset numérique est revue par la communauté de ces plateformes. Mm. Et si la collection, elle est hypée, bah, du coup, les gens ils vont essayer d'aller chercher un Dogami qui est plus performant que les autres, parce que ça va donner accès à des ligues plus élevées, avec des rewards plus élevés. C'est quoi aujourd'hui un exemple moi, de nouveau, je suis pas trop dans cette industrie-là. Aujourd'hui, c'est quoi l'exemple le plus successful, on va dire, dans tu vois, le gaming Web3, qui est aujourd'hui le plus connu, que les gens connaissent peut-être, mais se rendent pas compte que c'est du Web3? Ouais, il y en a plusieurs. Je pense que le plus médiatisé, en tout cas en Europe, ça sera Sorare, qui est en fait du football fantasy dans lequel on va former notre équipe. Et puis, suivant ce qui se passe dans le match, on va avoir un meilleur résultat. Et donc, du coup, on va pouvoir gagner des tokens aussi. Mais toutes les cartes qui forment notre deck de joueurs peuvent être échangées et peuvent être vendues aussi. Après, sur une échelle un peu plus mondiale, il y a des choses comme Axie Infinity, où on a justement ces petites créatures qui s'appellent des Axies, qu'on va mettre sur des combats contre d'autres. Et puis donc du coup, il y a des mécaniques de breeding aussi ou de fusion dans lesquelles on peut aller mélanger deux Axies ensemble qui donnent naissance à un Axie plus puissant. Dans l'utilité, on va dire, connectée à la vie physique, qui est assez intéressante, c'est Stepan. Donc on va acheter, c'est une application mobile, exactement. Là, on achète des baskets et puis on va courir tous les jours, on va faire de la marche. Puis en fait, le plus on court, le plus on marche, le plus on peut recevoir des rewards de l'écosystème aussi. Ah, c'est cool Donc, ça, parce qu'il y a un aspect santé aussi. Exactement. Donc il y a ce lien qui se fait avec certains projets qui est assez intéressant. Il y a d'autres projets qui sont plus dans le monde équestre, par exemple. On va acheter des chevaux et on veut lier à un cheval de course. On va dire, je ne sais pas quand c'est toutes les courses, si c'est le samedi ou le dimanche, qu'il y a ce truc PMU, je ne sais pas quoi, mais en France, justement, ils ont travaillé avec la Française des Jeux pour faire un jeu qui est lié aux courses de chevaux réels. C'est Donc, Z, non, c'est ça. alors, Z-Run, c'est encore autre chose, truc, c'est pas lié directement à des vraies courses de chevaux qui ont lieu, mais je crois que ça s'appelle Jockeys, quelque chose comme ça, mais c'est un projet français qui est fait en collaboration avec la Française des Jeux. Et donc, du coup, notre cheval, ou je crois que c'est le cavalier, est lié à un cavalier ou un cheval existant. Et puis, si ce cavalier ou ce cheval existant performe bien, ben, on reçoit des points et on monte dans le leaderboard et on peut gagner en fait des tokens. Okay. Donc là, on est peut-être borderline sur un côté gambling. Et donc, du coup, il y a même des lois qui sont en train de se mettre en place, surtout en France, pour faire des processus de KYC, etc. Parce qu'il y a un facteur de chance et non pas de skill. Donc après, le plus on rentre dans le Web3, we unwrap the onion, on retrouve en fait des mécaniques de jeu qui existent depuis longtemps. Et pourquoi vous avez décidé d'aller sur l'univers des chiens? Comment c'est venu l'idée, l'univers Dogami, les chiens, le dressage en plus, c'est des chiens mystiques, donc il y a un côté un peu fantastique. Ouais. Pourquoi ce créneau-là? Alors, ça n'a pas commencé avec des chiens mystiques. L'idée de base, elle est venue de mon associé, qui s'appelle Adrien Magdalene, qui était le cofondateur de Wamiz et le président de Wamiz. Et Wamiz, c'est la plateforme, je crois, encore aujourd'hui dans le top 3 ou top 4
des médias Web 2 sur les animaux de compagnie. Donc pendant 12 ans, il a montré cette fantastique entreprise. Il s'est fait énormément de contacts avec des influenceurs de pet owners, des contacts dans l'industrie et tout ça. Ce qui a mené à la vente de la boîte à Nestlé Purina. Et quand il était chez Nestlé Purina, il s'est dit ah, j'ai ce petit truc qui me chatouille de vouloir créer une nouvelle boîte. Et puis, il voyait en même temps tout le hype qu'il y avait autour de la blockchain, de la technologie, de pouvoir s'approprier nos assets numériques. Et il s'est dit, je me verrais bien créer une nouvelle communauté, parce que Wami, c'était une communauté énorme. Je crois que c'est 15 millions de unique visits par mois. Donc, c'est énorme. Ils sont mondiales. Donc, c'est en prenant le worldwide. Et il a dit, dans le Web3, où on a ce contact direct avec la communauté, les gens, ils nous donnent nos retours et tout, je vois une opportunité de dingue de créer une nouvelle boîte avec les pet owners et les pet lovers du monde. Et donc, de ça est né le projet qui était un peu plus lié à du Tamagotchi, etc. Et là vient notre rencontre. Et je me dis qu'il y a une énorme opportunité pour peut-être aller un peu plus loin, toujours parler à ces pet owners et à ces pet lovers, mais en plus de pouvoir parler à une audience qui sont peut-être pas pet owners ou pet lovers aussi, qui ont cet amour pour les chiens, mais qui ne peuvent pas en avoir, qui rêveraient d'en avoir, et puis de lier à tout ça un univers un peu plus grand, dans lequel on peut vendre un tout petit peu de magie, de rêve et de fantaisie, quoi. Et de là, on a décidé de positionner de Gami à cheval sur quelque chose de fantastique et quelque chose de réel. Oui. Il y a une question que je sais qu'on t'a déjà posée, que je trouvais intéressante, je la soulève, c'était le côté, est-ce que tu pourrais avoir ton propre chien, en gros, réel dans le jeu? Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Ou est-ce que vous êtes plus, on va créer un univers un peu Pokémon style, c'est-à-dire c'est très différent de la réalité, mais avec le même concept? Enfin, je ne sais pas si où vous en êtes à ce niveau-là, si c'est quelque chose d'intéressant ou pas. Au début, c'était un truc qui était super intéressant, mais hyper difficile à exécuter, parce que dès le moment où on est parti un tout petit peu dans la fantasy, dans le gaming, et puis qu'on voulait avoir un côté un tout petit peu cartoony comme ça, on s'est dit, bon, bah, il faut quand même poser une DA assez forte. Et puis la direction artistique, c'était d'avoir des traits tirés d'assez fort sur le visage et sur le corps pour leur donner une caractéristique différente. Ouais. Et donc, du coup, si on partait dans la modélisation de tous les deux gamis réels, on va dire, pour les intégrer dans le jeu, c'était hyper compliqué. Maintenant, c'est un truc qui nous a tellement été demandé. Et puis avec l'avancée de l'AI, il y a des outils qui permettent de faire du character consistency. Donc en fait, ça va emprunter la direction artistique qui a été créée pour la marque et ça va pouvoir la reproduire sur des nouveaux modèles 3D. Et comme en fait, concrètement, on a déjà rigué et skinné énormément de races qui sont pour pouvoir les animer, les faire vivre et les faire bouger dans le jeu, on est finalement un tout petit peu à ces crossroads de se dire on pourrait ouvrir la porte à ça. Donc après, il faut voir comment on les catégorise parce qu'il y a tout un balancing avec l'équilibrage de jeu actuel. Si on fait rentrer des nouvelles races qui n'existent pas, comment est-ce que ça peut fonctionner avec l'existant? Donc, c'est un truc qu'on a vraiment envie de faire parce que ça a été demandé par tout le monde, même les membres de ma famille. La pression. C'est clair. Mais on n'y est pas encore, mais je pense qu'on n'est pas loin. Okay. Parce qu'il y a pas mal d'outils qui sont en train d'être mis au point, qui peuvent nous donner le soutien technique, on va dire, pour pouvoir l'implémenter. Tu parles beaucoup, tu as parlé avant de la communauté, de l'importance de la communauté. Il y avait Wamiz qui avait créé sa communauté. Ouais. Après, il y a de plus en plus avec le Web3 l'importance de cette communauté. Là, vous voyez, vous recevez du feedback en soi de la communauté pour faire avancer votre produit. Vous le construisez presque avec la communauté d'une certaine manière. En quoi, dans un projet comme ça, quelle est l'importance sur la croissance ou la valeur sur la croissance de la communauté? Est-ce que c'est ça qui fait tout? Est-ce que c'est, tu vois, pour vous, c'est un des piliers principaux? Ça se passe comment, tu vois, dans un projet comme ça? Parce qu'il n'y a pas la même chose que Web 2 où il y a peut-être une importance peut-être un peu moins grande là-dedans. Ouais. Vous voyez ça comment? Bah, pour le coup, c'est vrai, c'est complètement différent du Web 2. Et dans le Web 3, la communauté peut créer ou détruire un projet. J'ai pas envie de dire agressif parce que ça semble un tout petit peu exagéré, mais dans le sens où la communauté, dans les projets Web 3, se positionne comme des investisseurs. Ils ont accès à l'économie d'un écosystème par le biais d'achat de tokens. Et donc, du coup, ils
ils se positionnent non seulement comme des investisseurs, mais aussi comme des ambassadeurs. Le problème, c'est que quand il y a de la déception avec une communauté Web3, bah, qu'est-ce que ça fait? Ça crée de la vente sur le token, ce qui après fait baisser la cote du projet, et donc du coup fait fuir de plus en plus d'utilisateurs. Aujourd'hui, quand on parle à une audience Web3, on parle à des micro-audiences différentes, dont la majorité est une audience de spéculateurs et d'investisseurs. Ce qui est très dangereux, mais c'est le tout début en fait d'une évolution un tout petit peu du web, dans lequel justement on a accès tout de suite et très facilement à comme de l'equity en quelque sorte d'un écosystème de jeux ou de divertissement ou de quoi que ce soit. Après, on a une autre partie de l'audience qui sont, pour nous, bah, si on parle de notre projet spécifiquement, qui sont les pet lovers. Et donc, du coup, ne regardent pas forcément le token, n'investissent pas forcément dans le token. Et donc, eux, ne créent pas de pression sur le projet. Et après, il y a une troisième audience, on va dire, qui est les gamers, qui, eux, passent beaucoup plus de temps dans le jeu et puis passent beaucoup plus de temps à investir dans les NFT, de les échanger, de les revendre, d'essayer de trouver le meilleur, etc. Donc, on doit continuellement communiquer à ces trois audiences. Et il faut savoir aussi filtrer l'information qui entre. Parce qu'on va pouvoir avoir, par exemple, un membre de l'audience qui est plus spéculateur, investisseur, qui va exprimer ses frustrations par rapport au projet parce qu'on va dire que dans cette semaine-là, le token a pris moins 5 ou 6 ou 10%. Et donc, du coup, il y a cette peur et cette rage ou cette frustration, on va dire, d'un investisseur qui voit son argent baisser, en quelque sorte. Et donc, du coup, va commencer à publiquement dire « Ah, c'est n'importe quoi » et tout. Donc, il faut savoir parler à ces trois audiences. Il faut savoir comment assimiler le feedback et comment l'appliquer. Et c'est un truc qui est très difficile parce qu'il n'y a pas de guide concrètement. C'est très difficile de cibler à quel membre de notre audience on parle à quel moment. Et puis le plus ça avance avec les gamer tags et les noms des joueurs et tout, ça devient un peu plus facile. Mais il faut continuellement équilibrer ces trois audiences. Et le plus on arrive à un marché d'adoption massive, le plus on voit que le groupe, on va dire, d'investisseurs et de spéculateurs baisse pour donner place à des gamers ou des pet lovers aussi. Donc c'est un équilibrage. Mais pour s'approprier, on va dire, une partie de la niche Web3, il faut pouvoir communiquer aux trois. C'est hyper intéressant et dans ce travail d'équilibrage, je réfléchissais pendant que tu parlais en reprenant un peu le parallèle World of Warcraft ou même autres jeux, mais pour parler de ce sujet-là parce qu'il est assez classique, où à cette période-là, quand même, les développeurs de ces jeux-là basaient tout sur l'expérience et sur le gameplay, sur l'histoire, sur la collaboration. Enfin, il y a tout un tas de mécanismes qui font qu'un jeu est un bon jeu. Ouais. Là, dans le Web3, tu as quand même toute cette dimension supplémentaire de l'investissement, de l'argent qui rentre en compte, ce qui va pas, enfin, ça va pas contre le gameplay, mais comme tu dis, il y a ce travail d'équilibre. Vous, au niveau du focus, comment est-ce que parce que je sais que tu as aussi dit que tu voulais construire, enfin, que Udogami, ça devait être justement une histoire plutôt qu'un jeu. Ouais. Comment tu gères cet équilibrage entre le gameplay, le jeu, l'histoire, le plaisir d'aller voir son Dogami sur son téléphone 10 fois par jour pour lui donner à manger, versus le côté juste développer ton chien pour gagner de l'argent en quelque sorte, tu vois, Ouais. qui sont un peu les communautés que tu as décrites. Ouais, c'est pas facile. Limite, il faut en fait deux équipes au sein de l'entreprise. Il y a une équipe qui est chargée du token et une équipe qui est chargée du jeu. Parce que j'ai vu plein de projets dans le Web3 où les expériences de jeu étaient incroyables, mais comme le token était faible, ça n'attire pas les joueurs. Parce que concrètement, ils se disent, bon, bah, versus faire une partie de Call of Duty où je vais allumer ma console et en 30 secondes, je vais pouvoir jouer. Là, je vais rentrer sur la plateforme. Je dois connect my wallet, mon game account et tout. Je vais rentrer dedans, etc. Il faut que j'ai du matchmaking, mais il n'y a pas autant de joueurs que dans Call of Duty, etc. Donc, en fait, il y a la user acquisition dans les jeux blockchain. Elle se fait quasiment, bah, je ne vais pas dire uniquement, mais un gros pourcentage de cette user acquisition, elle se fait par le biais du token directement. Ce qui fait mal. Hein, parce que ce qui est logique, parce que tu peux pas concurrencer, pardon, je te coupe, mais Ouais. c'est difficile, trop dur d'aller concurrencer Call of Duty pour. Et puis les budgets sont complètement Ouais, différents. exactement. On regarde un budget d'un jeu AAA mobile, ils vont dépenser 10 à 12 millions en user acquisition sur une année.
juste pour essayer de maintenir une certaine rétention et puis avoir une monétisation, parce que je crois qu'on est aux alentours de 3% de monétisation sur les utilisateurs. Et avec tout ça, il faut pouvoir payer à toute l'équipe. Les projets Web3 n'ont pas 10 à 12 millions de user acquisition budget pour entrer sur le marché. Donc, on est obligé de parler à cette audience Web3. Et puis maintenant, quand on parle d'essayer d'équilibrer justement toutes ces choses, nous, on a mis énormément d'énergie dans le jeu et plus que le token, parce que le but était depuis le début justement de créer un univers pour une adoption massive en utilisant ou enabled by Web3 tools. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir créer une expérience qui est seamless en termes d'expérience utilisateur pour entrer sur la plateforme et de pouvoir automatiquement voir son Dogami juste avec un social sign-in, etc. Et après, avoir la possibilité de se dire que j'ai accès à tout ce que le Web3 me propose, mais dans une expérience Web2. Donc nous, on n'a pas tout dans l'application qui est on-chain. On est tout qui est sur serveur et après c'est updaté on-chain, on va dire en simultané. Donc le serveur donne l'information on-chain. Donc l'expérience, elle reste basique. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est parce que justement, on a cette vision de créer une franchise, de créer des touchpoints différents pour créer justement une marque qui soit beaucoup plus immersive et qui ait cohérence entre tous les différents produits qu'on va sortir. Et pour ça, on devait déjà pouvoir établir un produit d'entrée qui mettait en valeur en fait le monde de Dogami, ces chiens mystiques qu'on va adopter et qu'on va faire augmenter en puissance parce qu'on sait qu'il y a quelque chose dans le monde, que ces Dogami sont là pour nous aider. Ok, donc gameplay avant Web3 quand même, mais le Web3, c'est ce qui fait votre facteur de différenciation d'un gameplay plus classique, quoi. Exactement. C'est comme ça que je Nous, on est des développeurs d'expérience. Ouais. Et on n'est pas des tech gourous. On ne développe pas des outils in-house, on développe un produit de jeu vidéo. Ouais. Et on utilise des produits en plug and play qui fonctionnent très très bien pour le Web3, pour qu'on puisse nous offrir une expérience Web2 avec cette couche Web3. Ouais, parce que je pense qu'on a vu beaucoup de l'inverse au final. On a vu beaucoup de jeux complètement pourris où il fallait, je sais pas, loguer et juste appuyer sur un bouton le plus de fois possible dans une journée juste pour nourrir les tokens. Et ça, il y a pas mal de gens, je pense, qui en ont eu un peu marre. Ça attirait beaucoup la foule des investisseurs, mais pas celle des gamers. Donc vous avez le positionnement opposé que je trouve hyper intéressant. Et puis, ce qui en fait partie de la communication qu'on fait à notre audience, qui est plus, on va dire, spéculateur et investisseur. C'est-à-dire que nous, l'écosystème est créé autour du token. Donc, tout ce qui va découler après le licensing, le merchandising, les séries animées, les bandes dessinées, etc. Une portion de ces revenus sont après recoulés dans les rewards pool de la communauté, qui sont liés soit à des décisions de gouvernance, à des tournois spécifiques dans le jeu sur la thématique de la série télévisée, par exemple, ou des choses en genre. Donc, en fait, l'adoption massive pousse à la réussite du token aussi. Ouais. Et donc, du coup, de mettre l'expérience en premier et non pas la technologie, parle aussi aux utilisateurs auxquels on s'adresse. Tu t'as mentionné je l'attrape en vol, mais tu as mentionné la série télé, donc c'est quelque chose sur lequel on pourra revenir après dessus, mais vous êtes en train de travailler. Ouais. Et dans un podcast, tu disais justement une vision que je trouvais assez incroyable, et tu l'expliquais. Alors je vais paraphraser, hein, tu me corrigeras, mais tu disais en fait, on veut pas simplement créer un jeu, parce qu'un jeu ça va de A à Z et puis c'est fini en gros. On veut créer une histoire, parce qu'une histoire en gros c'est infini. Tu peux créer autour de cette histoire autant que tu veux et pendant aussi longtemps que tu veux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et cette vision, je trouvais assez incroyable parce que voilà, vous voulez créer quelque chose qui va. Et la phrase, c'était on veut créer quelque chose qui peut durer pour toujours. C'est une vision assez incroyable. Maintenant, je pense que c'est dur à exécuter avec la place. Parce qu'il y a une chose la vision, l'autre chose l'exécution. La vision, déjà, parce que nous, on en parlait aussi avant. La vision, elle est assez incroyable. Et moi, j'avais jamais vu ça comme ça. De nouveau, quand tu le dis, ça paraît logique. Mais en fait, moi, j'avais jamais réussi à voir ça de cette manière-là. Tu vois qu'une histoire, en fait, c'est pas un truc fini de A à Z. C'est quelque chose sur lequel tu peux venir plugger plein d'autres choses et puis ça devient quelque chose d'infini d'une certaine manière. Ouais. Et je trouvais cette vision assez cool. Maintenant, il y a beaucoup de jeux, c'est un marché qui est quand même assez concurrentiel. Il y a, je sais pas, j'en parlais avec quelqu'un l'autre jour, il y a plus de 3000 jeux sur Steam qui sortent, ou 6000 jeux tous les ans, ou même plus, je crois. Je crois qu'il y a assez, c'est beaucoup. Comment vous allez y arriver en gros? Qu'est-ce qui va faire que vous êtes, tu vois, tout ce que parce que vous mettez tellement de trucs en place, genre la série télé, vous êtes en train de mettre, on parlait de merchandising avant, vous êtes en train de créer cette franchise en fait. Ouais.
mais en même temps, vous êtes au début de l'aventure d'une certaine manière, même si vous avez fait déjà beaucoup. C'est quoi un peu la vision et comment est-ce que toi, tu penses que vous allez réussir dans le sens quelles sont vos forces de différenciation par rapport à d'autres jeux aujourd'hui qui vont arriver ou qui vont sortir? Je pense que déjà, dès le début, on a monté la boîte avec l'IP en tête. C'est-à-dire que les premières démarches de discussion entre les cofondateurs, quand on s'est assis la première fois, on s'est dit, OK, on quitte, on arrête tout ce qu'on fait, on lance Dogami. La première personne, je crois, qui avait été engagée, c'était... il y avait eu 2 personnes. On avait travaillé avec 2 écrivains différents. Brian J.L. Glass, on avait travaillé aussi avec Michael Rea, un qui est écrivain chez DC Comics et Marvel, et un autre chez DreamWorks. Et l'histoire, c'était, OK, si on veut pouvoir être consistant et cohérent, consistent et cohérent dans toutes les extensions et toutes les applications de cette marque dans l'avenir, il va falloir qu'on établisse déjà le lore, la backstory, pour pouvoir après justement avoir cette cohérence et cette consistance. Donc, avant même de rentrer en production, on savait qui sont nos personnages, quels sont leurs backstory, quel est l'univers dans lequel ils habitent, et puis essayer de rendre ça le plus vivant possible pour qu'il y ait un passé, un présent et un futur. Et après, on a commencé en fait l'application dans le jeu. Donc, on a, je voudrais dire, une marge d'avance en quelque sorte, d'avoir réfléchi à tout ce qu'on allait créer. Il fallait que ça fonctionne sur un média télé. Il fallait que ça fonctionne sur un format de bande dessinée. Il fallait que ça puisse fonctionner en jouet aussi. Et donc, du coup, on n'a pas rattrapé ces erreurs plus tard. Après, comment est-ce qu'on va y arriver? C'est seulement si les gens vont s'attacher. C'est très difficile. Mais chaque média qu'on va développer ne prend pas le même nombre de temps. Donc nous, on s'est construit comme un gaming studio. Donc on est 25 aujourd'hui dans l'entreprise. Et c'est que des compétences, on va dire, techniques web et techniques jeu. Sur la partie marketing et branding, je crois qu'il doit être 3 ou 4 personnes. Mais après, on a des artistes 3D, des concepts artistes, des concepts 2D qui ont justement tout ce lore dans lequel se servir. On a un super directeur artistique aussi qui vient de chez Ubisoft, qui a compris ce monde et cet univers qu'on veut créer. Et donc, du coup, le décline très très bien pour le jeu vidéo. Et le jeu vidéo est le premier média sur lequel on se pose. Mais une série animée, ça peut prendre 24, 36, 48 mois. Donc, si on ne met pas déjà en route la machine, on n'arrivera jamais à en fait brancher les émotions. Parce que dans le jeu, c'est une expérience, on va dire, relativement froide, et surtout dans le jeu mobile. C'est-à-dire qu'on va pouvoir interagir à minima, mais on ne peut pas raconter trop d'histoires. Donc, si on veut vraiment asseoir tout le backstory qu'on a créé, créer de l'affection pour ces entraîneurs de Dogami, créer de l'affection pour les Dogami même, pour qu'en fait on a envie de les voir et de les revoir, et puis après même de les toucher, etc. Il faut cette série animée pour brancher toutes ces choses. Et après, qu'est-ce que le merch et les jouets nous donnent? C'est l'opportunité de pouvoir interagir avec ces choses dans la vie de tous les jours. Je vais mettre ma casquette de geek un peu là, mais moi j'ai grandi sur les Chevaliers du Zodiaque, sur les Marvel Comics, sur les mangas et tout ça. Et je me rappelle quand je regardais les choses comme je sais pas, les Transformers à la télé, le premier truc que je voulais faire, c'était aller au magasin de jouets et je voulais être dans la chambre et je tirais avec le business. En fait, c'est ce potentiel de jeu de l'enfant qu'on peut potentiellement donner à quelqu'un qui après grandit avec le temps et a envie d'avoir de différentes expériences avec cette marque qui rend cette marque vraiment immersive. Et donc, c'est ça qu'on essaie de créer, c'est de pouvoir offrir ces solutions de jeu et ces solutions d'interaction autour de cette propriété intellectuelle à différents utilisateurs ou différentes audiences le long de leur vie. Et tu parlais d'une expérience qui est finie, une expérience qui est infinie. On regarde Stanley qui a créé énormément de personnages qui vont dépasser son temps. Akira Toriyama qui a créé Dragon Ball Z, il est décédé, mais Dragon Ball Z va continuer. Là, ils vont ouvrir un parc en Arabie Saoudite dédié au monde de Dragon Ball Z, un parc d'attractions.
Et la même chose avec Walt Disney et tout ça. Et je pense que c'est un peu un rêve qu'on a, qu'on se veut de pouvoir croire, c'est qu'on va pouvoir instaurer des personnages qui vont marquer des gens, même quand on ne sera plus là. Et si on a le potentiel de pouvoir exécuter là-dessus et vraiment créer des liens avec des centaines d'enfants, femmes, hommes, partout dans le monde, pour les 10, 15, 20 prochaines années à venir, c'est qu'on a accompli ce qu'on voulait faire. Est-ce que tu penses qu'on aura tous un animal de compagnie, Dogami Web3 un jour? J'espère. Ouais, Pas forcément un Dogami, mais un animal. Ou en tout cas un animal de compagnie. Ouais, un animal de compagnie ou un objet. Ouais, non, si, c'est un animal d'une certaine manière, mais quelque chose de, tu vois. Après, on pourra jamais plaire à tout le monde. Pas tout le monde Bien voudra sûr. un Dogami. Je regarde dans la classe de mon fils, et puis c'est génial pour tout ce qui est learning sur cette démographie-là. Ils sont pas tous dans les Pokémon, mais ceux qui sont des fans de Pokémon sont des super fans de Pokémon. Après, il y en a d'autres qui préfèrent d'autres choses. Donc, Pokémon, c'est un bon exemple. Hein. Je veux dire, ça a commencé dans le début des années 2000 et c'est encore là aujourd'hui. Il continue à évoluer, à sortir de nouveaux Pokémon. tout à machin. fait. Il y a eu des produits qui ont relancé la marque. Pokémon Go, ça a redonné une énorme adoption massive à la marque de Pokémon. Ouais. C'est un jeu qui se joue complètement différemment que les premiers Pokémon qui sont sortis. Et Pokémon était destiné à un public adulte à la base. C'est hyper drôle parce que pas tout le monde le sait, mais ça avait été créé pour des joueurs adultes en pensant toucher un marché vraiment purement japonais. Et en fait, parce qu'on n'est pas sur un jeu concrètement simple, on est là... c'est du roleplay, donc chacun son tour, on doit choisir nos attaques en avant, c'est pas un jeu très action, très de l'Ouest, c'était basé sur des mécaniques de Final Fantasy, des choses dans le genre, où on joue chacun son tour. Et c'est quelque chose qui a même eux pris par surprise, le fait que ça ait pris une adoption massive worldwide. Et puis après, les cartes parlaient à une différente audience et ils ont continué à agrandir la marque en proposant des produits qui parlaient à une masse de gens beaucoup plus large. Mais je pense que si on parle de pourquoi Pokémon a si bien marché, c'est là où je trouve vachement intéressant le positionnement que vous avez pris avec les chiens. C'est le côté animal de compagnie au final. C'est le côté Pokémon, ça a une adoption massive parce que Pikachu, il est chou, fondamentalement. Ouais. Et c'est un peu ça, Pikachu, il est mignon, tout le monde adore Pikachu, alors... Et du coup, t'as plein de Pokémon, t'as Salamèche, t'as Carapuce, puis ils sont mignons, ces petits Pokémon, tu vois. Bah là, pareil, si t'arrives à faire des Dogami qui sont... parce qu'on est tous attachés, enfin pas tous, mais beaucoup de gens sont attachés aux animaux et à l'animal de compagnie, il y a vraiment cette connexion émotionnelle qui se fait. D'ailleurs, aujourd'hui, chez les enfants, il y a la patte patrouille, là, où ils sont aussi très axés chiens, et puis aussi côté... Pourquoi? Parce que c'est des animaux et qui sont mignons et qu'on aime bien les animaux parce qu'ils sont mignons. Et du coup, je trouve intéressant parce que vous auriez très bien pu faire ça sur un truc rien à voir. Je sais pas, des humains par exemple. Mais ça aurait pas du tout eu le même appeal que ce côté émotionnel que tu rattaches à l'animal. C'est pour ça que je trouve vachement intéressant le côté Dogami, chien, animal de compagnie. Ouais, les animaux, les compagnons, on va dire, je vais mettre encore un sens plus large dans le jeu vidéo, ça a toujours été énorme. Mario et Yoshi. Carrément. Je sais pas comment il s'appelle Sony l'autre avec. Tails, C'est Tails. Knuckles. Il y a l'autre dans Fallout et puis Meatloaf, je ne sais pas comment il s'appelle son chien. Il y a Link et son cheval. En fait, il y a un vrai historique derrière les héros principaux et les compagnons. Et ça, c'est un des trucs qui est génial avec le Web3, c'est l'interopérabilité. Donc nous, par exemple, on peut utiliser notre Dogami dans d'autres expériences. Donc aujourd'hui, on peut jouer dans The Sandbox, par exemple, et voir notre Dogami dans The Sandbox. On peut aussi aller dans Nifty Island, et dans Nifty Island, notre Dogami va suivre notre personnage principal. Donc en fait, notre compagnon et le Dogami qu'on dresse dans Dogami Academy est interopérable avec d'autres expériences de gaming. Après, voilà, c'est pas sur toutes les plateformes, ça demande des partenariats, c'est un partage de communauté à ce moment-là avec d'autres projets, mais l'idée c'est de pouvoir ouvrir l'interopérabilité. Je crois jouer sur une plateforme, quoi. Interoperability, même en anglais il est chaud, sur d'autres plateformes, là où ça fait sens, quoi. C'est ouf, je savais pas que c'était possible, Ouais. que ça existait. Ok, incroyable. Tu parlais avant d'avoir bossé, tu l'as mentionné rapidement, mais voilà, avec des gens de Marvel, il y avait un ex d'Ubisoft chez vous, etc. En lisant un peu sur Dogami, sur vous, sur l'équipe, enfin, c'est pas une impression en fait, on voit que vous avez réussi à
à mettre ensemble une équipe qui a l'air assez incroyable, tu vois, avec des gens de chez Marvel, avec des gens de chez Ubisoft, avec le fondateur de Wami. Vous avez réussi à créer une espèce de task force assez puissante. Comment ça s'est fait, ce lien au début, et comment vous avez réussi à mettre toutes ces personnes ensemble sur un même projet? Parce qu'au début, comme tu dis, il n'y avait rien, on les pitch, on essaie de les faire venir. C'est assez dur de rassembler ces gens-là, en fait. Je pense qu'il y avait un facteur de chance quand même. Le moment où on a lancé Dogami sur le marché, il y avait une énorme hype sur le Web3 et la technologie blockchain. Je crois qu'on est courant 2021, début 2022. Et je pense que la vision était assez claire. Donc, tout de suite dans le partage d'informations avec les gens et puis l'excitation que nous, on véhiculait par rapport au projet, je pense qu'ils se sont dit, bon, c'est le bon moment, on entend parler de ça et ça nous botte bien et on veut essayer. Et puis, je crois qu'on a énormément de chance d'avoir l'équipe qu'on a. Après, là où je pense qu'on a eu encore plus de chance, c'est sur le advisory board. Parce que là, on a eu des gens qui étaient prêts à nous suivre, mais aussi prêter leur nom à l'image de la marque en quelque sorte, à l'image de l'équipe, pour qu'on puisse aller justement lever des fonds. Et là, on a eu l'opportunité d'avoir, et qu'on a toujours aujourd'hui, Robbie Young et Yatsu, qui sont les fondateurs de Animoca Brands, qui est probablement le plus gros groupe, on va dire, sur le Web3 et sur le jeu mobile en Asie. On a le fondateur de The Sandbox, Sébastien Borget, qui fait partie de notre board aussi, qui nous conseille sur toutes les différentes applications qu'on a dans le Web3 en continu. Et puis on a Neville Brody, qui pour moi est un de mes héros depuis tout le temps. Il est un artiste permanent au MoMA, il est le typographe derrière l'écriture sur les bouteilles de Coca-Cola, la typeface de Time Magazine, donc voilà, de The Times, pardon. Et donc, ces gens aussi nous ont aidés à élever un tout petit peu notre statut en faisant partie du projet. Comment vous les avez? Parce que c'est une discussion qu'on avait l'autre jour, mais tu vois, de créer un advisory, de créer un board, etc. Ces gens-là, c'était par curiosité, hein, c'était des gens que vous aviez d'une certaine manière dans votre network et vous avez été désactivés. C'est des gens que vous avez dû aller consciemment chercher parce que, tu vois, c'est de dire, il nous faut ces gens-là et puis on va aller se débrouiller pour rentrer en connexion avec eux. C'était quoi la structure à ce moment-là? Alors, on avait pas mal de chance parce que moi, j'avais déjà travaillé avec Neville Brody dans le passé sur quelques petits projets. Et donc, du coup, quand je lui ai parlé du fait que j'étais intéressé à rejoindre cette compagnie, je lui ai demandé son avis en disant qu'est-ce que tu penses? On va peut-être créer cette boîte et tout. Elle m'a dit, you should go, it's great et tout, machin, tout chouette. It's going to be a lot of fun. It's in your ballpark. Et puis, je lui ai dit, if I go, would you come with me and would you help us out a bit? Puis il a dit, of course, let's do it. Donc, c'était énormément de chance. Puis après, Adrien, je crois il a fait ses études avec Sébastien Borget. Et Sébastien Borget de Sandbox, lui, je crois qu'il avait fait une merger acquisition avec Animoca Brands où il y avait un lien en tout cas très fort avec Animoca Brands, et lui a ramené Robbie Young et Yatsu en disant voilà, ils sont en train de faire ce truc. Donc c'était vraiment par le biais de notre réseau sur le moment qu'on a pu accéder à ces personnes. Mais on a eu quand même pas mal de chance de les avoir rencontrés auparavant. Ouais. Ok. Et au niveau de la levée de fonds, tu t'en parlais aussi, donc ce réseau-là vous a aidé à lever des fonds. Est-ce que tu peux parler un petit peu du process, de comment vous avez fait tout ça? Parce qu'on sait que, bon, on en parlait tout à l'heure, hein, le développement d'un jeu, ça demande quand même pas mal de capital. Ouais. Pour réussir à développer tout ça, monter l'équipe. Je ne sais pas si il me semble que vous ne monétisez pas encore ou pas tant que ça. Je ne me rends pas compte exactement où vous en êtes, mais tu peux peut-être en parler. Comment vous avez généré ça aussi au niveau de... Je sais que vous avez des gros backers européens, américains, suisses, asiatiques. Est-ce que c'est différent les process en fonction des marchés? Un peu de la dynamique de tout ça, comment ça s'est passé? Les process, je pense qu'ils n'étaient pas si différents que ça, parce que pour le coup, les gens qui ont accepté de nous parler ou qui voulaient parler avec nous, c'est que déjà, il y avait un intérêt dans le Web3. Donc, il y avait quelque chose qu'ils voyaient, qui se sont dit, OK, c'est assez intéressant, j'aimerais bien voir qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est un peu payer pour voir les cartes, en quelque sorte. Okay. Donc, nous, on a fait toute micro levée, on va dire, pre-seed, juste pour commencer à avancer. Et ça, on l'a fait plus avec des privés.
Après, on est passé au seed round une fois qu'on avait bien établi comment on voulait structurer la boîte, quel était notre roadmap sur les quelques prochains mois, à quel moment on allait pouvoir commencer à monétiser, etc. Un peu, on va dire, la vision sur 3 ans. Et on a fait la levée là-dessus. Donc concrètement, à part la DA qui était posée et la vision, il n'y avait pas grand-chose. Le hype était tellement grand sur le Web3 que même avec ça, on a réussi entre un seed et un seed extension à lever un joli montant, notamment de Ubisoft, Animoca, Xange, DGH et puis d'autres VC, on va dire, un peu mondiales. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on a commencé à monétiser. Parce que dès le moment qu'on a eu la levée, on a pu commencer à mettre en place la vente de NFT, la plateforme web, etc. Et puis commencer le développement sur le jeu. Donc, il y a quand même eu une période, on va dire à peu près de 12 mois, entre la vente des premiers NFT et la sortie du jeu. Donc ça fait quand même une période assez longue. Ouais. À savoir que la majorité des projets Web3, qui n'avaient peut-être pas la chance que nous, on avait d'avoir le réseau qu'on avait dans nos débuts, c'est qu'ils étaient obligés de financer leur développement avec la vente de NFT. Donc la période d'attente entre l'achat des NFT et la sortie du projet pouvait être encore plus longue. Ce qui faisait chuter le prix des NFT parce qu'il y a de moins en moins de spéculation, le marché bouge tellement vite que voilà, ils réfléchissent plus trop à ça. Donc voilà, ça c'est comment on a un tout petit peu structuré sur les 2 dernières années et demie. Mais tu vois une différence, vous avez, si je dis pas de bêtises, levé 12 millions, je crois, quelque chose comme ça. Si, Ouais. si ce qu'on lit sur Internet est vrai, après, je me fie pas à ça, donc je te dis ce que j'ai lu. Vous avez levé avec des gens qui sont potentiellement à différents endroits. Oui. Est-ce que là, tu vois, est-ce qu'à chaque fois, c'était en soi un peu, comme tu dis, un peu le même process, parce que tu as levé à Paris ou que tu as levé, je sais pas moi, aux États-Unis, c'est pareil? Ou est-ce que tu as vu une différence? Est-ce qu'il y avait de votre côté une manière différente d'aborder les choses? Pas des besoins, mais des attentes différentes de la part des, tu vois, un VC en France ou un VC en Europe, aux États-Unis? Est-ce que vous avez vu la différence? Bah, pas vraiment parce qu'en fait, on a fait. La levée s'est faite très très vite. Et c'est fait quasiment par téléphone. Donc je pense qu'on a dû avoir. C'est là que tu vois l'engouement qu'il y avait pour le truc, quoi. Ouais, exactement. Pour ça que je dis, ben, c'était vraiment le moment, la grosse bulle, on va dire, à Web3 et le bon kick-off pour beaucoup de projets. Donc il y avait peut-être un tout petit peu ce facteur de FOMO. Et puis après, maintenant, derrière, il faut pouvoir montrer les résultats pour avancer. Mais oui, il n'y avait pas énormément de différence en fait dans les conversations. Ce qui est intéressant de voir, c'est aujourd'hui, quelques années plus tard, lesquels sont toujours hyper bullish sur le Web3 et lesquels le sont pas. Oui, il y avait ceux qui avaient compris le fond du truc et ceux qui jetaient un peu le spaghetti contre le mur pour voir ce qui collait un peu, à cette période-là, j'imagine. Ouais. Pas avec vous, hein, je dis de Ouais, manière ou générale. qui regardaient voir si c'était quelque chose qui était peut-être intéressant pour eux, on va dire en termes de structure, en termes de visibilité stratégique, ou si c'était quelque chose que voilà, ils préféraient avoir des investissements dedans et puis laisser évoluer leur investissement que de développer ça en interne, par exemple. Ouais. Et une question, peut-être, c'est un peu lié personnel business. Toi, tu es en Suisse. Ouais. Est-ce qu'il y a une raison particulière au fait que tu sois en Suisse? Enfin, l'équipe, elle est où? Comment tu structures ça? Et est-ce que toi, tu as un intérêt à rester en Suisse ou est-ce que c'est purement pour des raisons personnelles ou Non, c'est quoi le lien? c'est purement pour des raisons personnelles, mais donc la majorité de l'équipe est basée en France. Donc j'équilibre entre la France et la Suisse, et puis quand je suis en France, je suis à Paris. Mais après, on a l'équipe qui est à Lyon, Montpellier, Bordeaux, Paris, un peu partout. Ok. Donc on est une structure qui fonctionne pas mal en remote. Ouais. Après, la Suisse, c'est intéressant parce que, on va dire, c'est un des lieu qui est le plus crypto-friendly aujourd'hui. Et donc, du coup, il y avait un peu cette idée de dire, bon, bah, restons peut-être ici, voir comment les choses évoluent, s'il y a un écosystème qui se crée. Et on voit, on va dire, dans les 4-5 derniers mois, de plus en plus d'activités à Genève. Il y en avait déjà pas mal à Zug, à Neuchâtel Ouais. et d'autres endroits. Mais voilà, c'est en train de grandir. J'ai l'impression, et puis je ne dis pas ça, peut-être que je suis mal informé ou je ne regarde pas assez ce qui se passe ici. Mais j'ai l'impression que finalement, Genève, ou en tout cas la Suisse romande, commence à rattraper un tout petit peu nos voisins français
quand on parle d'écosystème et d'activation et d'événements ou de choses comme ça sur le point de vue Absolument. blockchain. Pour vous, aujourd'hui, en termes d'utilisateurs ou de owners de NFT, du NFT, etc., c'est quoi? Il y a des endroits en particulier qui ressortent ou c'est... Ouais, alors on est dans 80 pays dans le monde, si on prend les pays individuels, et puis après, la majorité, on est, je crois, à 34% en Europe, avec une majorité de cette audience en Europe qui se trouve en France et en Allemagne. Et puis après, on est à 14% en Amérique du Nord, un peu moins en Amérique du Sud, et puis à peu près pareil en Asie. Donc on est vraiment un peu éparpillé. Et pour le coup, on n'a même pas encore fait de localisation sur l'application ou sur notre site web, donc on communique que en anglais pour l'instant. Et puis on a quand même une audience internationale. L'Asie semble quand même mettre un marché clé là-dedans, non? Ouais. Ils sont à fond sur tout ce qui est gaming mobile et c'est vraiment... Et puis le Japon spécifique sur les chiens, j'allais dire sur les deux gamis, mais sur les chiens, c'est dingue. On a été invité à la Tokyo Blockchain Week, je crois que c'était l'année passée. Il y a des membres de la communauté qui sont venus en sachant qu'on allait être à Tokyo. Ils sont arrivés avec des dessins qui s'étaient fait main des deux gamis, des bouteilles de saké et tout machin. Donc nous, c'était genre, waouh, c'est génial, on déménage ici. Les mecs. Ouais, non, mais c'était génial. extraordinaire. C'est hyper touchant, en fait. Donc, non, c'était très cool. Ce que tu verras rarement ici, quoi. C'est pas dans la mentalité. Ah ouais, non, là, je me suis pas dans arrêté le dans la rue. truc. Pas du tout. C'est ouf. C'est clair. Gros retour en arrière. Et question plus large. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour passer de acteur à entrepreneur dans le Web3? C'est un gros shift. De acteur. Non, mais Truc qu'on essaie de d'un cacher, début de quoi. d'un début de carrière dans le cinéma, que ce soit dans le côté production, tu as bossé dans des boîtes de prod, etc. Donc le côté entertainment, alors gaming, entertainment, on y est, on trouve quand même des relations. Mais voilà, tu es quand même passé du cinéma, pour faire simple, au Web3 au fil des années, etc. Tu as un parcours assez différent de ce qu'on peut trouver généralement, ce que moi j'adore personnellement, mais je trouve ça toujours passionnant de se dire, voilà, t'es parti dans une direction, et puis en fait, la vie, elle t'a amené dans un truc totalement différent, et puis pour finir, Ouais. t'es plutôt bien tombé au fil des années, quoi. Non, c'est clair, j'ai un parcours qui est un peu atypique. Je pense que, ça c'est peut-être me refaire un desservice, mais je crois que je suis inengageable. Dans le sens où je crois que je peux que fonctionner en fait en faisant des trucs un peu bizarres. Et bon, j'ai commencé dans le cinéma parce que voilà, c'est un peu le rêve de tout enfant. Je crois que j'avais vu Last Action Hero avec Arnold Schwarzenegger quand j'étais petit, de ce mec qui rentre dans le film et tout. Et puis je me dis, c'est bon, j'ai envie de faire ça pour le restant de ma vie, quoi. J'ai envie de sauter de moto, de trucs. Je veux un jour être pompier, l'autre jour être médecin, et après être Ça me Indiana encore du Jones. rêve, personnellement. Tu dis ça comme si c'était... moi, j'adore. Ah, et je trouvais ça cool jusqu'au moment où j'ai été à Los Angeles, puis que je suis rentré dans une académie d'art dramatique, et puis je me suis dit, en fait, c'est pas hyper drôle, quoi. C'est surtout hyper dur, et c'est beaucoup de travail, et puis il faut un vrai talent, et c'est compliqué, mais l'univers du divertissement et l'univers du film me plaisait énormément. Donc je me suis dit, ok, on va voir si peut-être de l'autre côté de la caméra, c'est plus facile. Et c'est tout aussi difficile. Et j'ai passé une dizaine d'années dans la production, mais qui est génial parce qu'avec chaque production, on crée une famille. Et donc, on se lie intimement d'amitié avec tout le monde, la personne qui met les lumières jusqu'à le lead actor. Il y a une vraie relation qui se crée sur un set. Et malheureusement, à un moment donné, je me suis dit, d'en vivre, c'est quand même assez difficile. Et puis, mon épouse était tombée enceinte. Et puis, j'avais eu une proposition d'un investisseur de venir le rejoindre dans un groupe. Et donc, j'ai rejoint ce groupe qui était dans le luxe, dans lequel j'avais l'opportunité de continuer à raconter des histoires, mais plus pour des raisons commerciales. Et donc là, il a fait la première transition, on va dire, un tout petit peu du monde purement de divertissement simple. Alors, je m'assieds, je prends un truc et je repars, j'ai pas envie d'acheter quelque chose, à du divertissement plus lié branding, où je veux que les gens qui partent après avoir regardé cette pub aient envie de consommer ce projet ou l'acheter ou
ou quoi que ce soit. Et cette activité, en fait, m'a permis au sein de ce groupe de pouvoir toucher à plusieurs choses, dont le produit physique aussi. Et dans le produit physique, j'ai un peu retrouvé cet amour on va dire, d'essayer de, je sais pas comment dire ça, mais de transférer l'essence de la marque dans le produit même pour qu'elle reflète entièrement ce que c'est qu'on est en train de raconter dans les pubs aussi. Donc j'ai pu toucher et à l'outil de communication et au produit qui était dans les mains de monsieur et madame tout le monde. Et de ça, on va dire, est né un amour, on va dire, pour les marques et les créations de marques. Et ce qui m'a apporté à créer une boîte de consulting dans le branding. Je suis de nouveau en train de parler beaucoup trop là. Non, non, j'allais te demander quelle était si tu peux en parler, etc. C'est le groupe dont tu parlais et la première, c'était quoi la boîte? Alors c'est une histoire qui s'est très mal terminée, Ok, donc on va pas j'en en parle parler. pas, Ok. j'en parle pas souvent, mais Mais ouais, l'expérience était positive. Enfin, l'expérience la fin était s'est peut-être hyper mal passée, positive. mais ouais. Donc il y avait quelques différentes entités dans ce groupe, dont Nous Concept, qui étaient des concept stores qui avaient poussé un tout petit peu dans le monde. Il y avait des produits de maroquinerie de luxe pour l'accessorisation de téléphones ou de montres ou de choses dans le genre. Et il y avait une usine de fibre de carbone qui faisait de la customisation pour des biens de luxe aussi. Donc c'était assez sympa parce qu'on pouvait communiquer, on va dire, avec un réseau de retail assez large à travers le concept de Nous, qui était, on va dire, à la pointe du streetwear. Et puis, donc, du coup, on avait une distribution qu'on avait récupérée de Colette à l'époque, quand Colette avait fermé à Paris. Donc, on avait accès à des top-tier brands et de pouvoir communiquer et travailler avec eux, donc, ce qui était génial. Et puis, en fait, de toute cette expérience, j'ai décidé de créer une marque, de créer un véhicule pour le consulting dans les marques. Et le tout premier client que j'ai eu grâce à un super pote à moi, c'était de bosser avec le Real Madrid pendant le Covid. Et donc, du coup, gros problème pour le Real Madrid. Les stades sont vides. Il y a plus de ventes qui se font sur les maillots, les choses dans le genre. Ou en tout cas, elles diminuent drastiquement. Et ils se disent, en fait, on réalise qu'on a une base de fans qui sont juste des fans de foot et non pas de la marque du Real Madrid. Comme on peut l'avoir pour le PSG, par exemple, qui est devenu une marque de lifestyle, qui s'associe à des Jordan, etc. et tout ça. Et donc, du coup, c'est de là où j'ai fait mon premier travail avec Neville Brody. On s'est associé avec Neville Brody pour créer justement un développement de marque pour le Real Madrid, pour qu'il puisse justement s'étendre plus dans le lifestyle et avoir un positionnement qui ne soit pas que football-centric ou fan-centric, mais qui soit un peu plus lifestyle aussi. Et c'est au Real Madrid que j'ai rencontré, et en fait, il y a eu deux choses qui sont arrivées exactement en même temps. Il y a le Chief Transformation Officer du Real Madrid à l'époque, qui était investisseur dans quelques-uns des tout premiers projets Web3. Donc, un, c'était Dapper Labs avec NBA Top Shots et tout ça, machin. Donc, c'était celui qui faisait un peu le plus de bruit dans l'Ouest. Et de l'autre côté, chose qui n'a rien à voir, j'ai mon épouse qui est gémologue qui me dit ah, il y a quelqu'un qui veut me payer en crypto pour une pierre, ça a l'air trop cool. Il va me donner des bitcoins et puis ça va l'air d'être le truc tellement exotique. 100, je crois pas que je vais les prendre. Et j'ai ces deux choses qui se passent en même temps. Et puis là, je me dis, ouais, il y a un truc qui se passe. Parce que j'en ai un qui est... Ma femme a toujours raison. J'ai une personne qui a l'air d'avoir un réseau juste stratosphérique, un ancien de Hewlett Packard qui est nommé Chief Transformation Officer pour le Real Madrid pour aider à redresser le groupe, on va dire, sur la partie retail, etc. Qui me parle de tout ce qui est en train de se passer à San Francisco avec cette bulle, avec cette bulle blockchain Web3, et mon épouse qui a jamais tort, qui voit les choses 5 ans en avenir, qui me dit je veux me faire payer en Bitcoin. Et je pense que je me suis enfermé à ce moment-là une semaine, tous les soirs, de 7h du soir à 6h du matin, à regarder toutes les vidéos YouTube de yeah, so blockchain is on and you got digital ownership and you can transfer it, machin, tout ça. Et en fait, je me suis dit, mais c'est incroyable. Ça s'applique à tout ce que j'ai fait dans ma vie. C'est-à-dire qu'on peut créer plus de visibilité sur la distribution dans l'industrie du film.
On peut remplacer la certification horlogère par de la certification digitale avec des NFC chips ou des choses dans le truc directement dans les pièces et bannir la contrefaçon dans tout le marché du luxe. On peut contrôler la distribution et revendre sa musique. Et en fait, toute chose où j'essayais de trouver un use case, je me suis dit, la technologie blockchain nous offre la transparence, nous offre l'ownership, l'élimination du marché gris et toutes ces choses que dans toute ma carrière, j'ai dû faire face pour des raisons différentes. Et donc, du coup, je commence à communiquer massivement sur la technologie blockchain, ce qu'elle propose et tout ça sur LinkedIn. Un peu comme un mec qui écrit des trucs euh, pour, en s'attendant un peu à rien. Et là, j'ai une très bonne amie à moi qui me dit ouais, j'ai reçu un coup de fil, il y a quelqu'un qui veut faire des trucs avec de la bouffe de chien. J'ai rien compris, il est Web3, mais il cherche quelqu'un pour le branding. Alors, je botte en touche, tu prends? Je dis, bah dis donc, écoute, je sais pas, ça n'a rien à voir. Je me dis dans la tête, bouffe de chien et tout, j'avais cette image un peu glauque et tout. Et là, je fais le premier call avec ce qui allait devenir mes associés, Max et Adrien. Et puis là, je me dis, waouh, on va faire j'allais dire un gros mot, on va faire le putain de Pokémon des chiens. Et on va conquérir les cœurs de tout le monde. Je vais me remarrer à fond. On va faire des trucs qui plaisent. On va se faire plaisir et indirectement, j'espère, faire plaisir à plein de personnes. Donc, le cheminement était comme ça. Et c'est pour ça que je parle un peu des autres étapes. Parce que c'est vraiment, peut-être sans avoir eu ce parcours qui était un peu atypique et qui n'était pas vraiment intimement liés les uns aux autres, même s'il y avait toujours un peu cette passion, ce fil rouge du storytelling derrière, c'est que j'avais eu des applications dans des industries différentes dans lesquelles je voyais qu'il y avait une frustration ou un problème. Et la première fois où j'ai pu me renseigner sur le Web3, la première fois où on m'a parlé, je me suis dit, mais en fait, ça solutionne tellement de choses. Juste maintenant, je suis en train de dire, on pourrait remplacer le GIA sur la gémologie, par exemple, avec la certification pour savoir la provenance des diamants et puis des pierres précieuses. Je veux dire, il y a tellement d'applications et je pense que le plus on avance, le plus la technologie, elle va être développée, le plus l'application, elle va se faire partout autour de nous. Parce que ça simplifie en fait un travail qui est aujourd'hui très archaïque et compliqué. On m'avait un peu cette question en disant est-ce que tu penses que on va dire Web3, blockchain, on va les mettre un peu dans le même univers. Et là, pour rester, mais je crois que tu as bien répondu. Tu as déjà donné ton avis en tout cas sur le truc. Quoi. Ouais, mais de voir le truc vraiment comme quelque chose qui est. Parce que. Bon, plus maintenant, mais souvent les gens faisaient le parallèle entre blockchain, on va dire Web3 blockchain pour de nouveau faire simple. Et le côté Internet, les gens disaient Internet, c'est pas là pour rester. Tu vois, quand tu écoutes les articles ou tu regardes les émissions de télé à l'époque, c'est oui, Internet, c'est sympa, mais de toute façon, dans 5 ans, c'est plus là. Ça sert à rien, ce truc-là. Tu vois. Et un peu la même chose avec ce qui se passe maintenant dans la blockchain, dans le Web3. Et il y aura un nettoyage. Ce qui est bien, il y a eu déjà. Il y a eu un gros nettoyage. Il y a eu un gros nettoyage, il continuera à avoir un nettoyage. En fait, on est dans une phase de test and learn un peu. Parce qu'il y a énormément d'outils qui sont développés, et ça on le voit dans l'AI aussi, il y a énormément de nouveaux outils dans l'AI qui sont développés, mais il n'y a pas tout qui a une utilité, ou il n'y a pas tout qui a une rétention, on va dire, qui dans le temps. Mais les fondations du Web3 et la façon dont c'est en train d'évoluer, le fait qu'aujourd'hui une transaction nous coûte cacahuète versus de faire une transaction sur la blockchain Ethereum ou Bitcoin, ça coûtait 30 balles juste pour envoyer 2 tokens à quelqu'un, elle évolue. Et demain, elle sera seamless. Et on ne parlera même pas de Web3. On ne parlera pas de blockchain. On parlera pas de... Ça sera en fait... it would be common knowledge. You're just using tools that make your life easier. Et c'est tout. On parle plus du World Wide Web. On va en ligne, quoi. Et il y a probablement d'autres terminologies qui étaient utilisées à l'époque du Web 1 ou du Web 2 qui aujourd'hui sont complètement oubliées. C'est qu'on est connecté, en fait, concrètement. Et on restera connecté et on aura des outils qui auront évolué qu'aujourd'hui on catégorise Web 3 qui nous garderont en ligne. C'est tout. Ouais, exact. Il y a ce côté vraiment où aujourd'hui, je pense qu'il y a trop de gens qui ont peut-être un peu peur du Web3 ou de la blockchain parce que
On a parlé énormément de la technologie, du mécanisme, de comment ça fonctionne. Il y a plein de gens qui comprennent rien du tout. Moi, le premier, je comprends un peu dans les grandes lignes. Mais il m'a fallu beaucoup de temps, beaucoup d'études, beaucoup de vidéos YouTube pour comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne. Et effectivement, tu as raison. Le jour où on va arriver, on revient à notre histoire de voiture. T'achètes la voiture, t'achètes pas le moteur. Puis en fait, tu t'en fous de comment le moteur il fonctionne. Tant que tu as un moteur qui fonctionne, Ouais, à moins tu que peux tu conduire la fasses partie voiture. des 1% qui achètent Voilà. la voiture à cause du moteur. Exactement. Mais 99% des gens vont ah, je suis bien dedans, sympa. Oh, Ouais. je peux voir à travers toi. T'as vu juste Bah là, c'est dingue, pareil. hein. C'est-à-dire, et le futur, c'est probablement Dogami, c'est Web3. Mais en fait, les gens, ils s'en foutent que ce soit de la blockchain ou du Web3. Ils sont juste, bah ouais, j'ai mon Dogami, quoi. Ouais. Et puis voilà. Bah, nous, Et on c'est a ça la métaréalisation du truc. pour le coup, nous, on a commencé à enlever le langage Ouais. du Web3 pour en fait faire parler plus l'utilité sans rajouter les complications. Parce qu'on s'est dit, est-ce que peut-être ça rajoute une barrière d'entrée pour un utilisateur, on va dire mainstream, qui voit Web3 et tout, ça doit être Ça paraît compliqué. compliqué, et tout. c'est ça, Ouais, exact. exactement. Donc, Et ça l'est encore à certains, tu sais, quand tu dois connecter ton wallet. Je pense qu'il y a encore plein de choses qu'on fait aujourd'hui. C'est normal parce que le process, c'est un peu comme quand tu devais connecter Internet, ton machin, t'appuyais. Ah ouais, le bruit Ah, mais il y a une vidéo, il y a une vidéo qui tourne maintenant sur regardez, envoyer un email, c'est facile. Puis tu vois le mec qui se connecte. La vidéo, elle dure genre 10 minutes, genre pour envoyer un email. ouais. Tout ça, ça va disparaître au bout d'un moment, tu vois. Ça Ouais. va être juste seamless, puis ça va être dans la vie de tous les jours. Et puis on s'en rendra même pas compte. On sait même pas ce qu'on utilise. Comme tu dis, c'est la voiture, quoi. Tu réfléchis pas comment elle fonctionne. Et je pense qu'on va vite y arriver aussi, quoi. Ouais. Plus on va aller dans cette direction de simplicité, plus les gens vont commencer à l'utiliser, puis plus il y aura de case aussi de voilà comment. Ça ne sera même pas les gens qui l'utilisent. En fait, ça sera les service Ça va être un niveau providers au-dessus, ouais, qui exact. vont les appliquer Mhm. aux outils qu'ils donnent aux utilisateurs. Ouais. Et donc, en fait, l'application, elle se fera plus en B2B. Et puis, l'utilisateur, en lui, il rentre dans des expériences qui bénéficient de ces technologies, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, l'intégration, par exemple, même de l'AI, elle se fait directement dans Adobe. Elle se fait directement dans Google. Les grandes plateformes ont accès à la technologie en même temps que les utilisateurs, et puis ils disent qu'est-ce qu'on peut faire en best case, en best user experience pour nos utilisateurs en prenant les outils that are available. Mm. Et puis ça va être la même chose pour le Web3. Et si je peux poser une question peut-être un peu plus philosophique par rapport à ça, Oui. qui est le côté justement un peu Web3, métaverse, justement vivre enfin vivre, être dans des mondes un peu parallèles avec Dogami, parce que c'est un peu le concept aussi. Est-ce qu'on rapproche les gens vis-à-vis de ça? Est-ce qu'on les sépare? Est-ce qu'un jour on peut imaginer qu'on va vivre dans un monde un peu à la Ready Player One où tu vois, tu l'as vu le film? Ouais, Ouais. génial. Ouais, c'est un film génial. J'adore aussi le truc. Ouais. Et des fois, je me dis, mais en fait, j'aimerais bien être dans ce monde-là. Mais il y a le côté dystopie un peu à côté. Tu penses quoi de ça, de toi? C'est quoi ton avis un peu là-dessus? On verra. Moi, je suis I'm a people person. Moi, j'ai besoin que la maison elle soit toujours pleine. J'aime avoir des gens à la maison. J'aime parler avec les gens et tout. J'aime pas m'enfermer et me bloquer d'être social. Mais pour le coup, la racine de créer une communauté à la base, c'est de lier les gens par common interests. Et je pense que nous, on a rassemblé, on va dire, quelques points d'intérêt communs autour de Dogami et pour essayer de créer justement des liens à travers les membres de notre communauté et de l'audience de demain. Mm. Donc, je suis plus vers le rapprochement que vers la séparation Ouais. Ouais. Ce sera plus. Il y avait un livre comme ça, je sais plus maintenant comment il s'appelle justement. Le mec, il y avait une théorie en fait où il expliquait que. Je vais essayer d'expliquer ça intelligemment. Tu auras des groupes de personnes en fait qui vont se créer, des espèces de sovereign states, tu vois, avec leur propre monnaie, mais ça ne sera pas lié à l'endroit où ils sont. C'est juste de dire, bah, on a un intérêt commun, il y a ces 200 000 personnes qui ont cette même vision, cet intérêt commun, mais ils habitent un peu partout sur la planète, mais ils peuvent discuter et échanger de manière régulière à travers des outils online. Ils ont une monnaie commune qui est un coin parce que voilà, eux, ils croient en cette monnaie-là, etc. Et en fait, tu peux créer des communautés qui ne sont pas forcément physiquement ensemble, mais qui te rapprochent vachement, en fait, auxquelles tu n'auras jamais eu accès ou auxquelles tu n'auras jamais parlé avec eux si tu n'étais pas... Alors, le côté physique, peut-être, qui va peut-être un peu se distancer, à voir, mais le côté connexion avec
les gens, tu peux avoir des connexions incroyables avec des gens qui sont peut-être pas du tout dans ta location et pas du tout au même endroit que toi, etc. Ouais, non, c'est clair. Ouais, c'est même le concept des réseaux sociaux. Hein. Enfin, à la base, principe, ouais, sur le exact. principe, c'était ça. Hein. Mais pousser encore, tu vois, une étape d'après, quoi. Tu partages Ouais. une monnaie, tu partages un... Dans Ready Player One, justement, il retrouve ses potes dans le jeu. C'est un foncièrement. social network 3.0. Ouais, exactement. Ready Player One. Ouais, c'est ça. Le sandbox aussi et Decentraland aussi, c'est à la fin de la journée, c'est à la place de poster des photos, bah, tu te dresses en avatar devant d'autres personnes, tu montres et tu flexes un peu ta photo sur la plage, bah, c'est la rareté des choses que tu portes sur ton avatar. Et donc il y a quand même aussi cette notion de social media dans le concept de la métaverse. En tout Oui, cas, je absolument. pense. Et est-ce que tu as des exemples justement de tout ce qu'on a parlé de Web3, des choses qui sont déjà hyper présentes aujourd'hui, sous-jacentes peut-être à certains produits qu'on a tous sur nos téléphones, qui sont du Web3 et on s'en rend pas compte? Est-ce qu'il y a déjà des produits comme ça qui sont quasiment omniprésents dans nos vies de tous les jours ou pas vraiment encore? Nous, on a essayé d'y réfléchir et on n'a pas trouvé. Je suis sûr qu'il y en a, mais que je réalise peut-être pas, mais on avait de la peine à trouver un truc, tu vois, de dire, bah, en fait, ouais, tu vois, on réalise pas, mais petit à petit, il y a déjà ça qu'on utilise assez régulièrement et c'est déjà basé sur le principe. Alors aujourd'hui, on parle de plus en plus de crypto, de Bitcoin, etc. Donc ça, c'en est un, même si c'est pas encore 100% adopté, mais Ouais. on s'en rapproche vachement. Et plus un outil ou un truc, tu vois, plus utilisé dans la vie de tous les jours. Non, je pense que la plupart qu'on va trouver dans la vie de tous les jours qui ont vraiment une adoption massive, c'est les choses comme Revolut, par exemple. Donc, on est vraiment sur un aspect purement financier dans lequel on va avoir un autre compte crypto et un autre compte fiat. Et puis, en fait, concrètement, on va rentrer dedans. On a un custodial wallet qui est directement dans l'application. Nous, on n'interagit jamais vraiment avec le wallet. Par contre, on peut échanger et transférer à n'importe quel moment. Après, sur une échelle moins mondiale, il y a pas mal de plateformes de jeux qui fonctionnent déjà comme ça. Il y a un grand nombre de boîtes. Sequence et ReadyGG sont deux boîtes qui le font déjà. Donc, eux, ils offrent le service de blockchainiser, en quelque sorte, une application de jeu à quelqu'un. Donc, vous, par exemple, vous voulez développer demain Simba the Game. Et puis, du coup, dedans, vous avez ReadyGG ou Sequence qui implémente directement la partie blockchain pour vous. Et vous pouvez faire des transactions en crypto et tout ça in-app, et l'utilisateur a l'impression d'utiliser de la soft ou de la hard currency comme on a dans n'importe quelle expérience de jeu. Mais concrètement, en fait, derrière, il y a un token qui vit, et si la personne décide de ressortir après de l'application sur une marketplace avec la currency qu'il a, bah, il peut échanger cette currency contre un token. Mais sur une échelle mondiale, pour l'instant, il n'y a que des trucs un peu dans le genre de Revolut ou Crypto.com. On est encore vraiment tôt dans ce processus-là. Ouais. C'est ouf, je savais pas que ça. Ouais. Je connaissais pas les deux. C'est quoi les noms des deux boîtes, t'as dit? ReadyGG et Ready.gg et Sequence. Je connaissais les noms, mais je savais pas ce qu'ils faisaient. Je vais aller voir. je crois, hein, c'est ça, après. Pas du tout, en fait, c'est une boîte de. J'ai regardé, c'est assez impressionnant. Voilà, de nouveau, c'est grâce à ces boîtes que ça va se populariser d'une certaine manière, et puis que, comme tu dis, n'importe qui pourra le faire. Non, concrètement, c'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que si quelqu'un doit downloader de Gaming Academy, il y a, soit on sign in avec notre compte Rapod, ou on sign in avec notre compte Gmail et tout ça, et on est tout de suite dans un processus de création de compte. Donc on met un username et un location, je crois, un truc, c'est tout. On choisit nos deux premiers Dogami et on rentre dans le jeu. Et dès ce moment-là, en fait, on a un compte lié à la blockchain qui est fait. Et tout ce qu'on fait va être connecté à la blockchain. Si on veut, par contre, retirer nos cryptos ou faire des échanges, on va sur la marketplace et on va connecter notre wallet avec notre game account. Mais l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Okay. Qu'est-ce que tu conseillerais à un entrepreneur qui veut se lancer aujourd'hui? De faire autre chose. Ah, toi, tu as la vision de Jensen Huang, du coup. Tu as déjà entendu cette situation ou pas? Non. Donc, Jensen Huang, qui est le fondateur d'NVIDIA, et il y avait sur une interview, on lui avait demandé s'il devait relancer une boîte, s'il était entrepreneur, etc. Il a dit, je le referai pas. Je le referai jamais, il a dit, il faut être fou. C'est drôle, tu as eu une réaction similaire à lui. Ouais. Pourquoi cette réaction? Mais en même temps, tu n'aurais pas le choix, tu ne peux pas trouver de boulot. Tu disais, exactement. T'es la bombe à merde. Mais justement, un jeune entrepreneur.
Euh, non, je pense déjà de un, il faut être ultra passionné. Il faut être prêt à faire énormément de sacrifices et ça passe par des sacrifices privés. Donc moi, je suis papa de 2 enfants, donc j'ai dû accepter et mes enfants sont obligés un peu d'accepter que je les vois pas souvent, que je passe pas autant de temps avec la famille que ce que je voudrais. J'ai dit au revoir quasiment à tous mes amis. Donc ça vient quand même avec une charge énorme parce que être entrepreneur, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans avoir la certitude qu'on va réussir. Donc ça peut se terminer dans 2 ans, dans 4 ans, dans 7 ans, dans 10 ans. L'engagement restera, en tout cas, on dit que ça prend 10 ans pour qu'une startup soit successful. Euh, et ça peut ne pas fonctionner. Et en fait, pendant tout ce temps, l'engagement doit être le même. Et je crois même qu'il augmente, en fait, avec le temps, parce qu'il y a de plus en plus un sens des responsabilités pour ses employés, pour son audience, sa communauté. Et donc, du coup, clairement, je referai l'erreur 250 fois s'il le faut parce que je suis inengageable. Mais s'il y a un autre parcours à prendre, je pense que c'est clairement le parcours le plus facile à prendre. Euh, et ouais. C'est un bon conseil, n'y allez pas. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais Soyez sûr de moi, pouvoir y aller, quoi. il y a 3 personnes qui m'ont énormément marqué dans la vie, qui étaient tous des entrepreneurs à des stades différents et dans des secteurs complètement différents. Et une de ces personnes, je l'ai rencontré, je crois, je devais avoir 18-19 ans, et on travaille avec lui d'ailleurs aujourd'hui. C'est un producteur de films qui s'appelle Gary Levinson. Quand je lui ai dit que je voulais rentrer dans le monde de la production et tout, il m'a dit, yeah, you know what, on avait été introduit par un mutual connection, donc j'ai eu beaucoup de chance de déjà pouvoir avoir accès à lui et puis qu'il me donne du temps pour parler avec lui. Il m'a invité à dîner. Et ça a été 1 heure et demie de fais autre chose, t'es complètement con, c'est de la merde. Et puis je me rappelle, il y a une phrase qui m'a sorti, c'était If you're going to do this, you have to accept that you're going to eat shit. And when you're done eating shit, you're going to eat some more shit. And when you're done eating more shit, you're going to eat even more shit. And then people won't even give you shit to eat anymore. So you're going to have to go find shit elsewhere. Et en fait, je crois que pendant 45 secondes, il m'a dit à quel point j'avais bouffé de la merde. Donc, il m'a dit, let me ask you one question. Do you like the taste of shit? et j'étais là, genre, bah écoute... non, mais I don't know, genre I could get used to it, tu vois. Il a fait, if you like the taste of shit, then do it, but otherwise don't do it. Et j'étais là, genre, bon, d'accord, voilà. Et ça m'a marqué. Et quand on s'est parlé au téléphone pour la première fois, ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé et tout, et je lui ai parlé de Dogami, et je lui ai dit, écoute, we're ready to move into the step of a development of a TV series. Je lui ai dit, do you remember when you told me that I was going to eat you? Et il s'en souvenait pas. Et j'étais là, genre, what? Un truc qui m'a marqué pendant genre, tellement de temps de mon existence que j'ai raconté, je sais pas combien de fois. Il était là, genre, I said that? That's such a dick thing to say. Et j'étais là, genre, mais oui, mais c'est ce que tu m'as dit. Il m'a fait, but did you eat shit? I'm like, yeah, I ate shit. I'm still eating shit. Incroyable. Donc, ouais, pour finir sur ce... Tu passes le conseil au prochain, quoi. Exactement, ouais. Il faut qu'il fait bouffer la merde. T'inviteras un jeune entrepreneur, tu l'inviteras à dîner, puis tu lui racontes, tu lui diras ça, voir s'il continue. T'aimes bien le goût de la merde? Mais en français, c'est moins stylé. Ouais, c'est moins stylé. Faut le faire en anglais. Faut le faire. Ça marche pas. Cool. Dernière question. Question traditionnelle de fin. Traditionnelle et très solennelle. Chris, qu'est-ce qu'il faut? Et je touche mon micro, tu as vu? Ouais, c'est comme une Chris, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une belle vie? Ah, c'est marrant parce que j'ai pensé tout de suite à... Je pense que l'équilibre au sein d'un couple, d'un mariage ou de la famille, c'est le truc le plus important. En tout cas, pour moi, mon centre, c'est mon épouse. Parce que si ça fonctionne bien avec mon épouse, ça fonctionne bien avec mes enfants automatiquement. C'est la personne qui, quand j'ai l'impression d'être complètement démoralisé, que ça a été très difficile, elle me redonne espoir, elle me redonne l'énergie. Donc je pense qu'il faut avoir quelqu'un, et ça peut être une partenaire, un parent,
ou un ami, mais il faut avoir quelqu'un qui est prêt à offrir ça. Et je pense que pour moi, that's my core. Magnifique, c'est une belle phrase. Et tu disais d'ailleurs, je pense que c'est aussi comme ça que vous organisez avec les enfants, parce que du coup, c'est elle qui s'en occupe. C'est ça. Non, mais je pense que c'est hyper important. Et puis, j'ai eu différentes personnes dans ma vie. Mes parents, ils m'ont toujours soutenu plus jeune et j'ai eu énormément de chance d'avoir ça parce qu'ils ont quand même accepté de dire, bon, tu veux pas faire l'uni? Ok, fais pas l'uni. Apprendre tes erreurs, vas-y, pars et tout. Mais par contre, tu vas bosser, c'est toi qui vas payer pour le truc là-bas si tu veux y aller. Mais ils m'ont jamais dit non. Ils ont dit, tu veux le faire? Bah, tu donnes-toi les moyens. Et je pense qu'ils m'ont donné les outils qu'il fallait pour être la personne que je suis, pour être avec la femme que je suis aujourd'hui. Et peut-être que ça après, descendra aux enfants, mais voilà. C'est un autre travail, ça. Exact. Trop cool, merci beaucoup Chris pour aujourd'hui, c'était un plaisir de t'avoir. Mais merci à vous. Merci Trop beaucoup. sympa. Et on se réjouit d'avoir nos petits dogami. Hein, Exactement. moi, je vais faire un dogami Simba. Voilà. Merci. Faut les Merci, nommer, Chris. hein, Trop bien. excellent.